des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Simon Boulris est auteur, comédien et metteur en scène. Il écrit pour le théâtre, pour la télévision et pour le web. Il a signé plusieurs recueils de poésie et vient tout juste de faire paraître son dernier ouvrage, Martine à la plage, aux éditions La Mèche. Simon Boulris, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de 3 lectures significatives, 3 livres qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur. Oui. On commence tout de suite avec La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy. Donc, un livre tout gondolé. C'est ça. As-tu vécu? Ben oui, en fait, le titre, personnellement, je trouve que c'est le plus beau titre qu'il n'y a pas, La détresse et l'enchantement. C'est magnifique. Je trouve que c'est ça, une vie. Une vie, c'est faite de détresse et d'enchantement. Le titre me bouleverse à chaque fois. Je dois dire que j'ai découvert au secondaire Bonheur d'occasion. Oui. C'était une lecture obligatoire. J'avais beaucoup aimé. Je me rappelle surtout de l'écriture qui m'avait beaucoup touchée. C'était surtout l'écriture qui m'avait allumé. Et c'était cette simplicité élégante que j'ai voulu retrouver dans d'autres livres. Donc, j'en ai lu vraiment, j'ai pas tout lu de Gabrielle Roy, mais presque tout. Et celui-là, pour moi, c'est vraiment le plus fort. Le chef-d'œuvre. C'est un vrai chef-d'œuvre que j'ai lu. C'est rare que je lis 2 fois un livre. Celui-là, je l'ai lu 2 fois. On peut voir que je l'ai échappé dans mon bain. mais vraiment, ce livre-là, c'est une autobiographie. À l'époque, on ne disait pas autofiction, donc une autobiographie. Et il y a quelque chose là-dedans qui me bouleverse, peut-être parce que j'étais moi-même en train de me constituer en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, parce que au départ, elle ne sait pas si elle va être écrivaine, si elle va être comédienne. Et moi, j'ai aussi une formation de comédien, donc j'étais appelée vers le théâtre, j'étais appelée vers... Et quand je l'ai relu, je partais en Écosse et j'étais à Paris, donc je faisais un peu le même parcours physique qu'elle. Et ça, c'est agréable de lire et de se retrouver à Paris, en même temps qu'elle est à Paris. Ensuite, à Londres, tu es tout près de Londres. Donc, il y a quelque chose de... Ça ajoute vraiment à la lecture. Ça apporte une autre dimension et on sent que ça a été écrit pour nous, à quelque part. Ouais. Donc, vous avez lu ça à quelle époque? J'ai lu ça au secondaire. Et je dirais fin secondaire, secondaire 5 peut-être, et je l'ai relu au cours du cégep. Donc, j'ai lu entre 16 et je l'ai relu vers 18 ans, 18-19 ans. Donc, une lecture vraiment, vraiment déterminante dans ma vie. Oui, dans votre vie professionnelle aussi, oui. On en parlait, en fait, vous êtes écrivain aussi, auteur, poète. Poète aussi, dramaturge surtout, j'écris beaucoup de théâtre. Pour le théâtre. Donc, c'est sûr que moi, cette passion-là qu'elle avait pour le théâtre, ça m'a beaucoup allumé. Mais je dois dire aussi que c'est de la dignité. Moi, la dignité, parce qu'elle a une grande pudeur, Gabrielle Roy. Oui. On a l'impression, elle se livre, c'est une autobiographie, et pourtant, on ne sait pas intimement qui elle est. Elle se révèle toujours avec beaucoup de pudeur. Et moi, ça me fascinait parce que j'ai pas ça du tout. Donc, j'avais l'impression de découvrir, d'aller vers une élégance que moi, je possède pas, une retenue, en fait. Donc, la retenue de Gabrielle Roy me touche énormément. Et donc, en tant qu'auteur, je tente toujours de me retenir comme elle, mais ça marche pas. Je suis beaucoup plus Violette Leduc que Gabrielle Roy. Voilà. Donc, une influence déterminante. Oui, déterminante, oui, vraiment. Ça ne m'a pas nécessairement donné envie d'écrire, mais ça m'a donné envie de lire énormément. Voilà. Donc, en tant que lecteur, très, très important comme lecture. Comme lecture. On parle ensuite de La bâtarde de Violette Leduc. Oui. Un titre, j'étais très, très contente quand vous avez choisi ce titre-là parce que ça m'a, moi aussi, beaucoup marqué. Donc, j'étais contente. C'est un titre qui n'est pas si connu. Non, et c'est son livre le plus connu pourtant, mais Violette Leduc n'est pas très connu. Je l'ai connu vraiment par hasard, en fait. Je voulais rentrer dans une école de théâtre. Ma cousine passait ses auditions et elle jouait La terre est trop courte Violette Leduc de Jovette Marcheseau. Et c'est vraiment une adaptation de La bâtarde. Donc moi, j'ai commencé en jouant du Violette Leduc, je jouais Maurice Zach. Et j'ai trouvé les répliques tellement belles. Puis je ne connaissais pas ça, moi, Violette Leduc. Je pensais que c'était une Québécoise. C'est un nom qui c'est un nom, effectivement, un nom qui semble québécois. Oui. Et là, bon, j'ai découvert que c'est une contemporaine de Camus, de Sartre, que Beauvoir a tout fait pour la publier. Et elle l'a publiée, elle a remis le manuscrit à Camus, publié chez Gallimard.
et un grand désarroi toute sa vie de ne pas être lu, de ne pas être aimé. Elle s'est sentie mal aimée toute sa vie. D'ailleurs, les titres de ses livres, c'est L'asphyxie, Ravage, L'abattage. C'est assez révélateur. Ouais. Mais je dois dire que c'est certainement... Là, j'ai pris ce livre-là, mais tous les livres de Violette Leduc, pour moi, ont été influents dans ma vie d'auteur, parce que Violette Leduc m'a donné envie d'écrire. Ah oui. Quand j'ai lu du Violette Leduc, en fait, je souligne beaucoup dans mes livres, et vous pouvez voir, là, je souligne partout. Là. Tout, pour moi, est susceptible de me bouleverser. Je trouve qu'elle a... J'ai parlé de la pudeur de Gabrielle Roy. Eh bien là, on est dans l'impudeur complètement. On est dans... Elle assume toutes ses failles, toutes ses... c'est vraiment la vulnérabilité exacerbée. Et moi, ça me touche beaucoup, ça, de mettre ses tripes comme ça dans un livre. Et ça m'a donné envie, en fait, de plonger à mon tour et de me permettre la liberté qu'elle s'octroie. Je veux dire aussi qu'elle fusionne les temps. Donc, elle passe du passé au présent. Elle ressasse très large. Là. Elle parle de tous ses grands amours, tous les amours qui ne fonctionnent pas. Elle tombe en amour avec des gens qui l'aimeront jamais. Des femmes, beaucoup d'homosexuels. Elle était amoureuse de Cocteau, amoureuse de Genet, amoureuse de Maurizac. Donc, vraiment, là, très déterminant. Pour moi, ça a été la liberté de me dire, je peux aller jusque-là en littérature. Je peux me permettre cette absence de pudeur-là. Et parfois, quand j'écris, je me sens un peu comme sur un fil entre Gabrielle Roy, qui est très digne, et presque l'indignité de Violette Leduc. Là, on est vraiment dans la permission, en fait, la permission de jamais se censurer, puis de révéler qui on est vraiment dans tout le lait d'un individu, d'un humain. On passe maintenant à votre troisième lecture, donc un titre que je ne connaissais pas, Le désarroi du matelot. Un tout petit livre, hein, contrairement, j'ai vraiment deux bonnes briques, là, c'est très bref. Et Michael Delisle, j'ai tout lu. En fait, je dois dire que c'est René Richard Cyr, qui est un bon ami. René Richard Cyr a lu mon premier roman qui s'appelle Les Jérémiades et il m'a dit, tu dois absolument lire Michael Delisle. Et moi, souvent, on me dit, tu dois lire ça, puis je fais, oui, je vais le lire. Mais il insistait, il a dit, non, tu dois lire. Oui, mais souvent, on me cesse pas bien, on me sent pas toujours bien en tant que lecteur. Puis je me disais, bon, mais tu sais, peut-être que je vais pas aimer ça, puis je vais être déçue de lui dire que j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai attendu un peu. C'est confrontant quand on t'oblige à lire quelque chose. C'est comme une lecture pédagogique, c'est pas agréable. On a envie de lire spontanément des livres. Et je suis tombée par hasard sur un autre livre, c'est vraiment pas le premier que j'ai lu. Je pense que c'était La mort de... Non, bon, j'ai oublié le titre. Il y en a écrit plusieurs. Là, et là, des romans brefs, toujours. Oui, toujours beaucoup de recueils de nouvelles. J'ai les titres ici. Alors, celui que j'ai lu l'an premier, c'était Hélène avec un secret. J'ai lu ça, j'ai lu des drames privés, mais j'ai vraiment tout lu, en fait. Mais ce qui est fabuleux, c'est que, normalement, un auteur, souvent, le premier livre que je lis, ça va être mon livre préféré. Après ça, je ne retrouve pas la même charge, la même émotion. Et bien, pour Violette Leduc, pour Gabrielle Roy, pour Michael Delisle, c'est particulier pour ces trois auteurs-là. Le dernier livre est toujours mon préféré. C'est comme si je replongeais, je redécouvrais toute la force d'un auteur, de chacun des auteurs à chaque fois, dans chaque nouveau livre. Les Désarroi du matelot, je pense que c'est son plus réussi. C'est vraiment une histoire d'empathie. C'est l'histoire d'un matelot qui trouve... en fait, c'est un poseur de bombes. Il pose une bombe. Je ne sais pas si on se rappelle peut-être de l'histoire d'un poseur de bombes, puis il y avait un enfant qui passait dans la rue qui avait été... C'était pour un règlement de compte avec un motard, et l'enfant était décédé. Donc, Michael Delisle part de ce fait divers-là. Et donc, l'ange gardien de cet homme-là, de ce poseur de bombes, ça devient ce petit garçon-là de 14 ans qui est mort par sa faute, parce que lui a posé la bombe. Donc, il découpe la photo, puis il la garde toujours sur lui. Donc, il y a quelque chose de magnifique parce qu'il veut... C'est un roman sur la rédemption, il veut s'en sortir. Et parallèlement à ça, c'est l'histoire d'un détective privé qui enquête sur son cas et qui développe de la compassion pour cet homme-là. Ah ouais. Donc, il va glisser de l'argent dans ses poches, il va glisser des tubes d'onguents parce qu'il souffre d'eczéma, tout comme lui. Les deux hommes souffrent d'eczéma. Donc, dans le secret total, c'est une histoire d'empathie. Il va vraiment être son ange gardien. Ça, donc, je sens vraiment un lien entre les trois. Une cohésion entre tout à fait. Vos trois lectures marquantes. Au niveau de l'écriture, puis au niveau de la sensibilité et de l'intime. C'est trois auteurs qui parlent de l'intime à chaque fois. Donc, mais Simon Boulris, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bertrand Buisson est bachelier en art de l'Université de Montréal et diplômé en création littéraire de l'UQAM.
Il se définit comme un botaniste amateur et vient de publier un premier roman, Le Phyto-Analyste, aux éditions Marchand de Feuilles. Bertrand Bisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Identité littéraire. Ça fait plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures significatives, 3 livres qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur. Oui, mais en fait, c'est 3 livres qui ont non seulement marqué mon parcours de lecteur, mais qui m'ont beaucoup influencé puis qui ont vraiment développé mon parcours d'écrivain aussi. D'écrivain aussi, oui, Ouais. oui. Le premier, ce serait Cat's Cradle de Kurt Vonnegut. Donc, Le berceau du chat. Le berceau du la chat. traduction, oui. Oui. C'est un roman qui vous apprend à écrire dans le sens que c'est un livre d'anthropologue. Ah oui. D'ailleurs, ce livre-là a valu une maîtrise à Kurt Vonnegut à l'Université de Chicago en anthropologie. C'est un livre très intéressant. Dans le fond, si je dis que ça vous apprend à écrire, c'est que pour écrire, je crois qu'il faut être un petit peu anthropologue. Il faut s'intéresser à l'homme, il faut s'intéresser au comportement humain beaucoup. Et c'est vraiment une façon de se poser les bonnes questions et de les retransmettre dans la littérature. Donc, il se pose différentes questions dans ce livre-là, entre autres la place de l'homme, le rôle. Le rôle de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, Okay, après Hiroshima. Il y a beaucoup de questions de la bombe. Le livre commence là-dessus. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui veut écrire un roman sur qu'est-ce que certaines personnalités connues faisaient le jour où la bombe est tombée. Puis il veut interviewer un des créateurs de la bombe, un créateur fictionnel là, qui n'est pas un vrai scientifique. Puis finalement, il va interviewer ses enfants, puis il se retrouve impliqué dans la nouvelle bombe, si on veut, dans la création de la nouvelle bombe, puis dans son relâchement sur l'humanité. Donc ça commence vraiment comme une enquête journalistique. C'est vraiment une enquête assez fataliste, puisque dès le départ, en fait, Kurt Vonnegut fait souvent ça. Il dit qu'il n'y a pas de suspense. Il faut couper le suspense, il faut que le lecteur sache tout dès le début, puis ensuite, c'est le parcours de A à Z qui est intéressant. Alors, vous me parlez ensuite, on va changer de livre, L'île d'Aldous Huxley. L'île de Huxley. Oui, qui est moins connu peut-être que Le meilleur des mondes un peu. Ben, en fait, c'est un peu l'antithèse du meilleur des mondes, c'est son dernier. Puis, Le meilleur des mondes, c'est une dystopie. C'est un monde quasiment parfait, mais dans un sens où c'est que l'humain n'a plus de choix. Tandis que dans ce livre-là, c'est un livre purement utopique, excepté la fin, évidemment. Puis c'est un livre qui pose des questions. Comment créer un monde meilleur? Comment placer l'homme dans un monde meilleur? Au lieu de voir les travers de l'homme dans ses comportements, Huxley essaie de voir le côté positif de la science, du comportement, des ambitions humaines, puis il met ça sur une île, il fait évoluer ça, puis ça donne un monde parfait où tout le monde est heureux, puis le monde évolue, le monde étudie, le monde apprend, le monde, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... c'est un monde parfait, mais qui vouait à l'échec, évidemment, parce que les comportements humains restent les mêmes, parce qu'il y a une certaine forme de fatalité aussi, que dans le fond, l'humain n'est pas éternel, puis ce qu'il crée n'est pas éternel non plus, donc même le monde meilleur, le meilleur des mondes... Il subit lui-même ce sort-là, finalement. Donc c'est encore l'histoire d'un journaliste. Ah oui? Oui. Et qui, lui, arrive sur cette île-là il est envoyé là par son éditeur pour enquêter, mais aussi pour essayer d'investir dans du gaz. Il y a du pétrole sur l'île, puis il va essayer d'aller le chercher. Et le journaliste arrive là, son bateau échoue, il est pris sur l'île, il ne peut pas s'en sortir, et finalement, on lui apprend le processus qui a mené à la création de cette île-là. Puis il finit par prendre pour eux, il ne peut pas s'empêcher même si c'est un personnage qui est très cynique, il ne peut pas s'empêcher de voir la cohérence de ce monde-là, puis de dire
On peut pas Comment détruire. refuser ce système-là? On peut pas vraiment détruire un monde parfait. On peut pas se mettre en avant d'un monde parfait puis dire mon intérêt est plus gros que ce monde-là. C'est ça que Huxley disait. Mais Huxley, c'était aussi un scientifique comme Vonnegut, c'était un anthropologue. Huxley, c'était un chercheur. Il a écrit beaucoup d'essais sur la science, sur les effets de la mescaline, entre autres, sur l'esprit humain. Donc, ça transparaît évidemment dans ces romans, ce côté-là, ces intérêts et ces thématiques vont revenir dans ses écrits, évidemment, de fiction. C'est un livre qui m'a aussi influencé au niveau de l'écriture, dans le sens que c'est un livre qui vous donne envie de réfléchir, qui vous donne envie de réfléchir actuellement comment on pourrait arriver à ce monde meilleur-là. Et la façon la plus facile ou la plus directe, c'est par l'écriture. Par l'écriture, bien sûr. C'est sûr. Alors, on va passer maintenant au troisième, donc un classique de la science-fiction. Un autre livre de science-fiction, mais beaucoup plus science-fiction que les deux autres. autres. C'est qu'on avait un genre utopique, et puis on avait un livre qui était à mi-chemin de la science-fiction et la satire chez Vonnegut. Le guide du Voyageur galactique, la traduction québécoise. Donc, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Une trilogie en 5 tomes. Ça commence déjà bien. Ça commence en fait sur la fin du monde, la fin de la planète Terre. Et il y a un humain qui s'en sort et il ne comprend pas ce qui s'est passé et il ne comprend pas pourquoi les autres espèces ne comprennent pas que c'est un problème. C'est très drôle, c'est très très drôle. C'est un livre de science-fiction déjanté comme humour, assez déjanté. Où la raison pour laquelle, par exemple, la Terre a été détruite, c'était pour construire une autoroute. Donc, elle était dans le chemin, il fallait l'enlever. Et c'est hilarant, c'est bien écrit. C'est vraiment un livre dans lequel on tombe, un peu comme on tombe dans un trou noir. On ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas de science qui nous dit exactement c'est quoi l'effet de ce livre-là sur le corps humain. Et j'ai particulièrement aimé parce que, contrairement aux deux autres dont je vous ai parlé avant, Douglas Adams, lui, sa position par rapport à l'écriture, c'est même si l'univers est rempli de noirceur, même s'il y a une distance, un vide qui nous sépare et qui nous isole, eh bien, les comportements sont les mêmes partout dans l'univers. C'est du relativisme à la Einstein, dans le fond, mais basé sur les comportements. Humain, oui. Donc, peu importe on se retrouve où dans l'univers, on est aussi con, on est aussi niaiseux, mais on a aussi besoin de comprendre notre univers. On a aussi besoin de savoir c'est quoi qui se passe et quelle est notre place dans ce monde-là. Et est-ce que notre place s'expand? Est-ce que notre place dans cet univers-là est vraiment basée sur le fait qu'on a un monde digital? C'est plein de questions complètement stupides, complètement hilarantes, mais basées sur la science, basées sur les questionnements humains. Puis c'est un livre magnifique. Là. Puis j'imagine que ce livre-là aussi, au niveau de l'écriture, a pu vous influencer, ou enfin, on a toujours le bagage de nos lectures en tant qu'écrivain. Oui, certainement. J'ai voulu écrire un roman qui avait une touche d'humour, qui était quand même comique. Moi aussi, je parle un peu de la fin du monde d'une manière un peu absurde. Et merci beaucoup, Bertrand Bisson, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Gabriel Anctil travaille dans le milieu de la télévision. Passionné par l'œuvre de Jack Kerouac, il a signé plusieurs articles sur l'auteur et son œuvre dans Le Devoir. Il vient de publier Sur la 132, un premier roman aux accents autobiographiques aux éditions Héliotrope. Gabriel Anctil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de 3 lectures, 3 romans qui ont été significatifs dans votre parcours de lecteur. Oui. Vous commencez avec, oui. Le premier roman, en fait, c'est le premier roman que j'ai lu, le premier roman sérieux que j'ai lu dans ma vie, c'est On the Road de Jack Kerouac, donc, qui est un roman que j'ai lu à 14 ans. Ah oui. Et donc, dès mon premier livre, j'ai connu mon premier coup de foudre littéraire, si on veut. C'est un des seuls livres, un des rares livres que je peux dire qui a vraiment changé ma vie. Donc, à travers ce livre-là, j'ai découvert, bien, premièrement,
c'est les possibilités qu'offrait la vie, que j'imaginais pas encore à cette époque-là. Donc, de tomber dans un univers avec des personnages qui croquent dans la vie, comme ceux de Kerouac, qui partent à la découverte du territoire américain, qui vivent à 100 000 à l'heure, qui sont vraiment des enragés de la vie. Bien ça a éveillé beaucoup de choses en moi au niveau personnel. Et il y avait aussi l'idée de cette découverte du territoire, d'explorer les États-Unis à travers les routes, les États-Unis qui sont quand même le prolongement, on est sur le même continent. Est-ce que vous avez relu Sur la route plus tard? Oui, Sur la route, j'y reviens une fois de temps en temps. Ouais. Kerouac, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur Kerouac par la suite. Vous avez écrit d'ailleurs des articles, des textes sur l'œuvre, sur l'auteur. Donc, vous y êtes revenu. Première lecture à 14 ans, mais qui a eu une influence aussi sur votre vie professionnelle par la suite. Oui, tout à fait. Bien, c'est ça, il y a l'écrivain, donc ces livres qui m'ont beaucoup inspiré. Puis après, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le fait que Kerouac, avait des origines québécoises. Ses deux parents sont nés dans le Bas-Saint-Laurent. Ils ont quitté à un âge très jeune. Puis moi, j'ai habité dans le Bas-Saint-Laurent pendant plusieurs années. Donc, j'en ai profité pour partir de là. Je suis allé visiter l'endroit d'où sa mère vient, à Saint-Pacôme. Et son père, il vient de Saint-Hubert dans le Témiscouata, un petit village. Et donc, je suis parti de là pour explorer vraiment son côté québécois, sa relation avec la langue française. Ça m'a mené jusqu'à... je suis allé à Lowell plusieurs fois, où il est né. Et ça m'a mené jusqu'à New York, où je suis allé dans ses archives personnelles il y a quelques années et où j'ai découvert et lu deux romans qu'il a écrits en joual, donc vraiment en québécois, qui sont à ce jour encore inédits. Et donc une 60aine de pages chaque roman. Et c'est une prose qui est superbe, qui est écrite en 51 et 52. Les deux romans, c'est La nuit et ma femme et puis Sur le chemin. C'est vraiment une langue orale, jouale, ce qui est extraordinaire parce que quand on pense que c'est 17 ans avant les Belles-Sœurs, donc très avant-gardiste. Donc tout se regroupe avec Kerouac et puis c'est ça, j'espère un jour que ces livres-là seront publiés. Alors, vous nous parlez ensuite d'Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Oui. Donc du joual de Kerouac à celui de Tremblay. Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle, j'aurais pu choisir plusieurs titres de Tremblay qui m'ont beaucoup marqué. Mais ça, c'est le premier que j'ai lu, donc à peu près vers l'âge de 15 ans aussi. Je pense vraiment que les lectures qu'on fait entre 15 et 25 ans à peu près, ce sont les lectures les plus marquantes. Après, on devient un peu blasé. Mais donc, c'est avec ce livre-là que j'ai découvert Michel Tremblay. Comme Kerouac, c'est un voyage à travers les États-Unis, puis une certaine approche de la vie. Tremblay, c'est un voyage pour moi dans un milieu social très précis, qui était le milieu ouvrier que je ne connaissais pas à l'époque, que je connaissais très peu. Et donc, c'est la découverte de la langue de Tremblay, qui est le plus grand dialoguiste au Québec. Donc, ce joual, cette langue très imaginative, très vivante. Et ce livre-là aussi, Tremblay, par la suite, j'ai lu à peu près toute son œuvre. Et puis, lui aussi, j'y reviens souvent. Ce sont mes deux influences principales, Tremblay et Kerouac. Mais c'est aussi un livre sur l'amour des livres. Donc, à l'époque... La passion de la littérature. C'est ça, tout à fait. Qui est révélée dans ce livre-là. Donc, c'est son parcours de lecteur, mais aussi, au bout du livre, ça aboutit avec la publication de son premier roman. Donc là aussi, ça l'a éveillé vers moi une espèce de désir de lire beaucoup, mais aussi d'aboutir à l'écriture d'un livre. Et c'est vraiment un moment magique de publier la première fois. Je l'ai vécu il y a très peu de temps et puis c'était à la hauteur de toutes mes espérances. Donc Tremblay, c'est aussi un auteur qui a tellement de tendresse envers ses personnages. Je trouve que c'est un de ses grands talents. Donc à la fin d'un livre de Tremblay, on a l'impression vraiment d'avoir vécu un moment de vie avec ces personnages-là. Et donc c'est un des grands auteurs québécois. Oui, ça. Sans aucun doute, une autobiographie très touchante, ce livre-là.
Oui, beaucoup de tendresse. Vous parlez, ensuite, on change complètement de registre. René Depestre, Adriana dans mes rêves. Oui. Adriana dans tous mes rêves, ben, c'est ça, c'est comme trois livres qui se déroulent tous en Amérique. Et Adriana dans tous mes rêves, ben, en fait, c'est ça, il y a plusieurs auteurs sud-américains ou antillais que j'ai beaucoup appréciés. Donc, Dany Laferrière, j'ai lu tous ses livres. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, ça a vraiment été marquant pour moi. Mais j'ai choisi René Depestre parce que c'est un auteur moins connu, donc un auteur haïtien, qui m'a fait découvrir, ça je l'ai lu quelques années plus tard, mais les possibilités aussi d'un imaginaire complètement éclaté. Oui. Donc à la fois, comme les deux autres auteurs, c'est un auteur qui a un certain réalisme, qui décrit beaucoup, très sensoriel, qui décrit beaucoup les odeurs, les goûts, très près du corps en fait, donc très sensuel. Mais complètement éclaté au niveau de l'imaginaire, ouais. Mêler le fantastique un petit peu à la réalité, au quotidien qui peut être banal, mais... Oui, c'est complètement fou. La première scène de ce livre-là est une des plus belles scènes que j'ai lues dans ma vie, où à la fois, en même temps, il y a le mariage d'une jeune Française et à la fois la mort d'une femme haïtienne qui se déroule en même temps, dans une ambiance complètement carnavalesque où l'auteur va mélanger donc la vie et la femme qui se marie, donc tombe sans connaissance, morte à l'instant où elle dit oui où elle accepte de se marier. Mais donc, il mélange la vie, la mort, les Blancs, donc tous les Européens qui sont là, la culture française, les Noirs avec la culture haïtienne. Et il y a tous les dieux vaudous là, qui vont plonger sur les gens. La plupart des gens semblent manipulés. Il y a la Adriana en question va être transformée en zombie. Il y a le soleil qui tape, donc qui rend un peu tout le monde fou. Il y a tous ces niveaux de lecture entre ce qu'on perçoit, donc la réalité, et ce qu'on ne voit pas, mais donc tous les dieux vaudous, tout le fantastique qui tourne autour de ces pauvres humains qui sont plus ou moins en contrôle de ce qu'ils vivent. Gabriel Anctil, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Des mots